Nouveau sujet Senseiya pour moi. Donc, je vous l'avais dit, hein, je vais faire un petit cycle Senseiya où je vais parler de cet univers en arc, c'est-à-dire je vais à chaque fois regrouper plusieurs épisodes, en parler, les analyser, comparer avec le manga. Bon, là, pour le premier épisode, je me dis que c'était quand même important de le faire à part. Et effectivement, il y a d'ores et déjà pas mal de choses à en dire. Donc, premier épisode, ça correspond tout simplement à peu de choses près à la moitié du premier volume, en tout cas de l'édition que moi j'ai. Donc, qui est l'édition, c'est l'édition, la Perfect Edition, qui n'est plus si perfecte que ça, visiblement, parce qu'il y a une nouvelle édition qui est encore sortie depuis, qui a été un peu revisitée, revisionnée un peu par l'auteur originel, et pour lequel il y a d'ores et déjà beaucoup de choses à dire. Mais revenons à nos moutons. Senseiya, donc, analyse du premier épisode. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même déjà pas mal de choses à en dire, que ce soit sur l'épisode en lui-même ou sur des choses qui servent entre guillemets à préparer le terrain pour plus tard. Donc on peut penser tout simplement à un qui fait 1 minute peut-être à tout casser, qui fait office de récapitulatif. Voilà, quand les forces du mal se réveillent, les chevaliers d'Athéna apparaissent sur Terre et d'un coup, d'un seul, ils peuvent entrouvrir le ciel, déchirer la terre, etc. Bref, des hommes au pouvoir et aux capacités surhumaines pour protéger Athéna et la paix dans le monde. Ça, on vous le dit tout de suite, alors que, au final, on apprend que les chevaliers de bronze sont des chevaliers d'Athéna, qu'un petit peu plus tard, quoi. C'est assez vite mis en avant, mais l'explication, et notamment de l'explication de qui est Athéna, ça, il faudra attendre un petit peu. Ça, c'est le premier teasing. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir des chevaliers combattre, mais tu sais pas encore pourquoi ils combattent, puisque bah, au tout début, ils ne défendent pas la paix, hein. Au tout début, c'est un tournoi, comme tout bon shonen, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce petit récapitulatif sert aussi à te dire voilà, attends, 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 t'inquiète pas, bientôt ça va bastonner contre des vrais méchants, et etc. etc. Bouge pas, ça arrive. Euh, on te tease aussi donc les Galaxian Wars. Donc ça, c'est le fameux tournoi dont je te parlais. Tournoi dans lequel 10 chevaliers de bronze vont s'affronter et dans lequel Seiya est attendu. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Ça sera autour des Galaxian Wars. Mais donc comme je l'ai dit, on passe quand même rapidement à Seiya où là encore, on met quand même pas mal de choses importantes en avant. Première des choses, on apprend qu'il y a avant tout un entraînement. Donc, dans le cas de Seiya, c'est en Grèce. Il s'est entraîné pendant, je crois, 6 ans pour pouvoir tenter de récupérer l'armure de bronze de Pégase, armure qu'il va finir par recevoir après s'être imposé auprès de 1023 autres guerriers. Bon, techniquement, il en a affronté que 9, mais tous les autres guerriers ont eu 9 combats, entre guillemets, pour le système pyramidal monté au fur et à mesure. Voilà, à la fin, il s'est retrouvé face à Cassius et c'est comme ça qu'il a reçu l'armure de bronze de Pégase. C'est aussi là que l'on apprend que voilà, tu as une armure qui te protège, mais tu as aussi, entre guillemets, une sorte d'ange gardien, une constellation protectrice. Et dans le cas donc de Seiya, ça sera la constellation du cheval ailé Pégase. Dans ce premier épisode, il y a quand même pas mal de choses qui sont importantes, qui sont mis en avant, notamment rien qu'avec ce tournoi. Donc, bien évidemment, on te présente Seiya, personnage principal, puisque en France, on dit les Chevaliers du Zodiaque, mais à la base, c'est Senseiya, ce n'est pas pour rien. On voit aussi l'armure, donc qui est reposée dans une caisse, une sorte de caisse métallique lorsqu'elle n'est pas revêtue. Donc, dans ces cas-là, elle se positionne de telle sorte que l'armure forme Pégase, en fait. Donc, vous avez une sorte de Pégase en armure et qui peut se détacher pour s'accrocher aux différentes parties du corps de celui qui revêt l'armure. La Grèce, donc c'est là où Seiya fait son entraînement, c'est là qu'il a récupéré l'armure, mais c'est aussi là qu'il va y avoir pas mal d'événements qui auront lieu par la suite. Bon, c'est normal aussi en même temps. On parle des chevaliers d'Athéna, Athéna, déesse de la guerre en Grèce.
Le sanctuaire, il a lieu en Grèce, enfin, il se situe en Grèce. Donc voilà, forcément, il va y avoir pas mal de choses qui se passent, en Grèce. Je pense même que il aurait été tout à fait possible de faire que toute l'histoire se passe en Grèce, hein. Je pense que le Japon a vraiment été intégré. Pourquoi? Parce que, bah, c'est un manga. Il faut entre guillemets, c'est quand même plus facile si tu cases le Japon pour attirer quand même des lecteurs. Si tu dis, que ça se passe en Grèce, dès le départ, c'est peut-être déjà un peu moins accessible, un peu plus compliqué. Je vous rappelle qu'on parle d'un manga, des années 80, pas d'un manga de 2020. Donc les codes étaient un petit peu, différents. Et on vous présente aussi le Grand Pop. Donc c'est lui qui remet l'armure à Seiya. Il se présente comme étant un personnage visiblement bon et surtout juste, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense que vous en doutez. En tout cas, il s'agit du, on va dire du général du sanctuaire. C'est un petit peu le bras droit d'Athéna. Alors, au niveau des personnages que l'on découvre, alors on en découvre plus, mais ceux que l'on découvre véritablement dans ce premier épisode, donc tu as le Grand Pop, Saori, Seiya, Marine, Cassius et Shaina. J'ai mis un code couleur suivant s'ils sont gentils, méchants ou, on va dire, neutres. Concernant le Grand Pop, donc je vous l'ai dit, c'est celui qui est à la tête des 88 chevaliers. C'est lui qui met en place, entre guillemets, les directives d'Athéna, en théorie, c'est important, en théorie. Et donc, c'est lui qui est dans la 13e maison du sanctuaire, juste après celle des poissons. C'est lui donc qui donne l'armure de Pégase en récompense pour avoir réussi son entraînement et pour avoir remporté le tournoi. Donc, pour ça, il a battu 9 guerriers, dont le dernier était Cassius. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, Marine a été, oui, j'aimais bien l'appellation prof de gym. Donc, c'est elle qui a entraîné Seiya, c'est elle qui a fait nécessaire pour qu'il soit chevalier. Shaina a fait de même avec Cassius. De par ce petit schéma qui s'est mis en place, Marine et Shaina sont du coup rivales. Pourquoi elles sont masquées? C'est une règle assez facile à retenir du manga, qui dit que dès lors que tu es une femme chevalier, tu portes forcément un masque. Alors, c'est une règle qui a tendance à disparaître, notamment au niveau des spin-offs qui sortent un peu de nos jours. Mais à l'époque, dans le premier manga, celui donc de Kishimoto, Kurumada, pas Kishimoto, pardon, Kurumada, euh, les femmes chevaliers avaient forcément un masque. Ça aura son importance par la suite. C'est aussi une des raisons qui fait que, le doublage français il y a beaucoup de choses à en dire sur ce doublage et j'en reparlerai, hein. Il y a énormément de très, très, très bonnes choses. Il y a des choses un peu plus, ridicules. Par exemple, c'est vrai que dès lors que toutes les femmes chevaliers ont forcément un masque, comment tu peux te planter en donnant une voix de femme à un chevalier qui n'a pas de masque? En fait, bah oui, c'est ça, c'est exactement ça, Matt. Donc, Sean, les 2 premières fois qu'il apparaît, peut-être même les 3 premières fois, mais il me semble les 2 premières fois qu'il apparaît, il a une voix de fille et c'est complètement con. Oui, il est androgyne, oui, son armure est rose, heu, mais et puis en plus, il a un petit côté, sensible, hein, c'est clairement le plus sensible des 5 chevaliers, principaux, mais il a pas de masque, c'est aussi simple que ça. Donc dès lors, ça peut pas être une fille, donc ça sert à rien de lui mettre une voix de fille. Bien sûr, ça c'est, avec le recul. Je pense qu'à l'époque, c'était un petit peu, plus difficile pour ceux qui adaptaient pour le public français, de se rendre compte de ça, alors que, encore une fois, la règle est quand même assez facile à retenir. Mais bon, passons. Pour ce qui est de Saori, donc qui sera par la suite tout simplement Athéna, pour l'instant, il s'agit juste de, la princesse Saori, donc qui est à la tête d'un gros conglomérat qui a été, dirigé par le passé par, Mitsumasa Kido, qui est son grand-père adoptif et qui du coup, au tout début, un petit côté quand même vachement hautain, parfois presque peste, mais surtout hautain, où voilà, elle a un ton quand même assez, dédaigneux, clairement, elle regarde tout le monde, de haut. Seiya, il est bon pour ramener l'armure et aller se battre vraiment dans le tournoi, peu importe s'il a souffert lors de l'entraînement.
et peu importe s'il veut participer au tournoi ou non, c'est clairement, ce qu'il doit faire et basta. Donc voilà, elle a un petit côté oui, bah, tu as raison, un petit côté, enfant pourri gâté, en tout cas au début de l'histoire. Bien évidemment, c'est un personnage qui va évoluer. Donc voilà, j'ai hésité à le mettre vert, mais étant donné qu'au tout début, elle est quand même, assez désagréable, j'ai préféré mettre son nom en noir pour le moment. Pour ce qui est de Shaina, on notera qu'elle va vouloir se venger et affronter Seiya, ce qui va faire qu'elle va perdre son masque et on apprend par la suite que dès lors qu'une femme chevalier perd son masque à cause d'un homme, il n'y a que 2 solutions, soit elle le tue, soit la suite dans un numéro, qui aura lieu un peu plus tard. Il faut savoir que les épisodes à la base, ils étaient diffusés dans le club Dorothée. Donc, il s'agissait bien évidemment d'une émission pour enfants. Donc, sans surprise, les épisodes ont été charcutés. Donc, il manquait pas mal de secondes par-ci par-là, voire parfois des minutes entières. Dans ce premier épisode, c'est l'oreille de Cassius qui n'est pas coupée dans certaines versions. Donc moi, dans les premiers DVD qu'on m'avait prêtés, on comprenait que Seiya lui avait coupé l'oreille. Et de toute façon, c'est plutôt évident puisque Cassius se tient la tête et puis il y a le sang qui coule. Et juste avant, il parlait d'oreille, donc c'était plutôt évident. Par contre, tu ne vois pas l'oreille en train encore de bouger, de frémir un peu comme ça sur le sol, alors que dans la version non censurée, tu vois vraiment l'oreille coupée et tomber par terre, quoi. Au niveau du manga, papier, c'est encore pire puisque on donne un mini background à Cassius en expliquant que c'est vraiment quelqu'un qui aime la torture, hein, qui aime la violence, et qui, voilà, on apprend que tous les autres guerriers qu'il a vaincus pour en arriver là, il leur a systématiquement coupé la tête, et tu le vois dans le manga qu'il a fait une montagne de têtes. Ça, bien évidemment, ce n'est pas dans le dessin animé, je pense que vous en doutez. On assiste aussi au premier changement de nom. Alors encore une fois, n'oubliez pas, dessin animé des années 80. Je vous rappelle que Tsubasa, est devenu, Olivier Hatton. Voilà, on a eu des Mark Landers, des, Danny Mello. Donc voilà, on a eu, énormément de transformations de A à Z des noms japonais pour, entre guillemets «les franciser». Là, c'est pas le cas. Là, c'est Seiya qui devient Seiya. C'est gratuit. Il y a aucune logique là-dedans, on peut pas dire que ce soit pour franciser, que voilà, Seiya qui devient Seyar, c'est juste gratuit, je vois aucune logique là-dedans. Cassius qui devient Koros, qui redeviendra Cassius par la suite. Shaina qui devient Shina. Des fois, elle sera quand même appelée Shaina. Voilà, ça fait partie aussi un peu de tout ce qui entoure ce doublage si particulier donc du dessin animé de Saint Seiya. Concernant les noms qui sont légèrement modifiés et qui vont changer des fois même d'un épisode à l'autre, ça va être assez régulier dans la série animée. On peut penser à Aiolos qui est devenu Aioros ou Aiolia, je crois, qui est devenu Aiol, tout simplement. Donc voilà, tu as des changements minimes et qui n'ont pas forcément de logique assez fréquemment dans ce dessin animé. Mais à côté de ça, eh ben, on a droit à des trucs extraordinaires, hein. Donc il faut savoir que malgré tout le respect que j'ai pour Masami Kurumada, on peut pas vraiment dire que ce soit le meilleur dessinateur de manga. C'est un style qui fait quand même très années 80 justement. Tu vois un peu les 5-6 personnages qui... Si tu as lu un peu tous les mangas qu'il a fait, tu as l'impression qu'il y a 5-6 têtes de personnages qui reviennent à chaque fois. Donc voilà, clairement ça c'est Kurumada. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça son Kojiro, si je lis bien, son Kojiro. J'ai l'impression de voir Seiya Shiryu dedans, alors que pas du tout. Donc voilà, ça c'est assez typique de l'auteur. Et puis au-delà de ça, c'est en plus surtout un style qui n'a pas du tout évolué, hein. Donc il faut savoir que Kurumada dessine aujourd'hui encore. Donc là, il a terminé Next Dimension il n'y a pas si longtemps que ça. Il est en train de dessiner maintenant le chapitre Céleste, de dessiner et de scénariser. Euh, les dessins sont identiques, quoi. Il n'a pas évolué en 30 ans, le garçon. Donc voilà, ça reste très particulier. Je pense que tu donnes le manga là,
comme ça à quelqu'un et tu mets à côté, je sais pas, un Claymore ou même un Naruto, en termes de dessin, c'est clair qu'il y a pas photo, quoi. Donc voilà, en dessin animé, c'est extraordinaire. L'animation est quand même assez folle. En même temps, je vous l'avais, dit par le passé, c'est vrai que c'est, des épisodes qui ont souvent, coûté, quand même assez cher. On a quand même pris, le temps de les faire comme il faut. Certaines armures ont clairement été, redessinées presque de A à Z. Donc, clairement, ça valait le coup, entre guillemets. Et bien évidemment, bah, la musique, les OST de Saint Seiya, du début à la fin, sont juste extraordinaires, quoi. Elles sont vraiment magistrales, ce sont des chefs-d'œuvre. J'ai eu, la chance d'aller voir un concert symphonique de, Saint Seiya. Quand tu es fan, c'est à faire, c'est à voir, hein. C'est vraiment extraordinaire. Et donc ça, bah, bien évidemment, tu ne l'as pas dans le manga papier. Ouais, non, Bernard Minet, bien évidemment, premier épisode dit aussi premières incohérences. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait tout un foin sur, les armures de protection. Voilà, l'armure de bronze te protège, bien, mais moins qu'une armure d'argent qui elle-même te protège encore moins qu'une armure d'or. Donc, on te dit plusieurs fois en fait que, les chevaliers ont des pouvoirs extraordinaires et que l'armure est extraordinaire, mais que sous cette armure, ce sont tout simplement des hommes. Non, non, là, il y a un petit problème. C'est en termes, encore une fois, de cohérence, ça colle pas. Enfin, ça sous-entendrait qu'à chaque fois que des chevaliers s'affrontent, donc c'est-à-dire tout au long du manga, qu'à chaque fois qu'ils échangent des coups, ils se tapent systématiquement, sur l'armure et que le corps, du coup, n'a aucun dégât, tout du moins jusqu'à ce que le personnage finisse par mourir. Mais non, c'est pas le cas. Les personnages se prennent énormément de coups, sur les parties qui ne sont pas protégées, parce que ce ne sont pas des armures de chevaliers, comme dans les châteaux, hein, de l'époque médiévale, hein. Ce sont des armures, très design et avec, énormément d'endroits où tu as vraiment le corps. Donc là, premier épisode, tu as Jabu, le chevalier de la licorne, il se fait massacrer le dos par, je crois que c'est Ban, le chevalier du petit lion. Là, il y a pas d'armure. Donc, si tu pars du principe que tu as un mec en armure avec des pouvoirs qui est en train de taper un mec, dans un endroit où il y a pas l'armure, il devrait être tout simplement cassé en 2. Or, c'est pas le cas. Donc voilà, ça, c'est clairement la grosse incohérence, on va dire, qu'il y a dans l'univers de Saint Seiya, où on te dit que mais avec des armures, non, ça va un peu au-delà de ça. Ce sont pas juste des hommes. C'est plutôt évident, malgré, ce qui est dit en long, large et en travers dans le manga. Bon, ça c'est typique, hein, dans les BD. Souvent, il faut pas trop se poser de questions. Donc, par exemple, à titre de comparaison, c'est vrai qu'on dit souvent que dans Astérix, la potion magique donne juste une force surhumaine. Ouais, mais ça sous-entend que, par exemple, si tu te prends un rocher sur la tête, que tu risques rien, entre guillemets. Enfin, que tu devrais, justement à l'inverse, que tu devrais mourir. Si tu as juste une force surhumaine, tu n'es pas forcément immortel, intouchable, indestructible. Or, bah, quand tu vois les Gaulois se battre, ça va au-delà de la force. Bon, déjà, ils sont super rapides, et puis bien sûr, enfin, limite, ils deviennent intouchables. Je vous rappelle que l'armée romaine, à la base, c'est une armée, ce qui sous-entend qu'ils ont fait l'armée. Ils se sont entraînés, ce sont des guerriers. L'armée romaine, ils sont 30 fois plus nombreux. Tu as un Gaulois pour, je sais pas, peut-être une cohorte de légionnaires qui sont surentraînés, surarmés avec des javelots, tout ce que vous voulez, parfois même des arcs. Ne me dites pas que ils n'arrivent pas à balancer un javelot sur un Gaulois. Non, c'est juste que la potion magique, malgré ce qu'on dit, va un peu au-delà de la force surhumaine. Bon, bah là, c'est un peu pareil pour les armures. Euh, Pareil, petite incohérence où Seiya dit qu'il refuse d'affronter Shaina tout simplement parce que c'est une femme. Ça va pas le déranger quelques épisodes plus tard de massacrer une femme. Donc on en reviendra, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, cet argument du je peux pas te taper parce que tu es une femme,
Bon déjà, niveau équité, c'est pas génial parce que, ben, Shaina a fait ses preuves, c'est une véritable chevalier également. Donc, clairement Seiya là, il a un ton dédaigneux. Peut-être qu'il veut, avoir un état d'esprit un peu chevaleresque, mais clairement il ne la traite pas en égale en disant ça. Et puis surtout, je tape pas les femmes alors que plus tard, il non seulement il va taper une femme, mais surtout il va la massacrer. Ça pose un peu problème, mais encore une fois, là, on en reparlera un petit peu plus tard. Au niveau des, incohérences, encore une petite, donc le grand Pop, lorsqu'il donne son armure à Seiya, il dit, immédiatement que l'armure ne doit jamais être revêtue à des fins personnelles et que les chevaliers d'Athéna ont toujours, défendu, la justice, ce qui sous-entend que l'armure, doit être utilisée pour être au service de la justice et rien d'autre. Bon, plus tu avances dans le manga, notamment dans la première partie du manga, plus tu vois qu'il y a énormément de chevaliers qui abusent de cette situation. Là, on te dit clairement que normalement, si tu n'utilises pas ton armure comme il faut, tu as tous les chevaliers contre toi pour te dégager de l'ordre de la chevalerie. Dégager de l'ordre de la chevalerie, je suis en train de sous-entendre qu'il faut l'éliminer. Et là, ils se font pas éliminer. Enfin, on va en parler un peu plus tard, mais vous avez des chevaliers qui sont vraiment des pourritures et ils sont toujours là. Donc voilà, au service de la justice, c'est un grand mot. Donc il y a notamment 2 chevaliers d'or, 3 chevaliers d'or si on parle du dessin animé ou du manga papier, qui sont clairement de gros enfoirés et qui ne sont pas au service de la justice. C'est notamment le cas du chevalier du cancer, donc qui est masque de mort, où lui, c'est vraiment un fait avéré que son sens de la justice, il est ridicule, quoi. Donc ce mec, par exemple, il aurait dû être buté 10 fois déjà. Donc voilà, au service de la justice, c'est un grand mot. Dernier point au niveau des incohérences, c'est une petite scène, qui cumule pas mal de problèmes, en fait. Donc vous avez donc Marine qui se lève, donc elle est là, hein, et elle dit: «À moi le cobra». Alors là, en fait, ce qui se passe normalement, c'est que vous avez Shaina donc qui est en train d'affronter Seiya et vous avez Shaina qui dit: «Thunderclaw». Donc, Thunderclaw, ils ont traduit ça par «À moi le cobra». Donc sur la traduction en elle-même, on y reviendra. Mais déjà, là, le problème, c'est que «À moi le cobra», ils l'ont dit à, Marine. Donc c'est la doubleuse de Marine, la comédienne de doublage de Marine, qui est en train de dire: «À moi le cobra». C'est complètement con. Déjà, c'est pas elle qui se bat et c'est pas elle qui utilise cette attaque. Donc ça ne va pas. Là, il fallait comprendre qu'il y a un affrontement, que Seiya est en train de prendre cher et donc Marine se lève parce qu'elle est un peu en panique. Elle se lève pour voir un peu de plus près. Là, je pense qu'il y a eu un petit couac. Ils sont partis du principe que si c'est elle qui est à l'écran, c'est forcément elle qui dit à moi le cobra, alors que non, c'est en termes de logique, c'est pas du tout logique. Problème aussi, donc ça c'est le petit problème de doublage, problème de traduction, Thunderclaw, à moi le cobra, pas du tout. Donc ce sont les griffes électriques, je crois, tout simplement, ou les griffes du tonnerre. Ah bah c'est écrit, je suis con. Donc Thunderclaw, l'attaque s'appelle les griffes du tonnerre, on a traduit ça par à moi le cobra. Bon, bof, bof, bof. Et puis, bah, même en termes de cohésion, c'est pas dingue parce qu'en fait, le cobra, c'est un peu un animal qui est utilisé lorsque Shaina se bat, mais son attaque n'a rien d'un cobra en fait. Donc, du coup, c'est un petit peu con. Et même de manière générale, plus tard, ils utiliseront quand même le terme de griffe, enfin, ils donneront plusieurs noms à l'attaque. Donc, en termes de cohésion, ça ne colle pas. C'est comme si le Kamehameha avait plusieurs noms. Bon, tu me diras, c'est aussi un peu le cas dans Dragon Ball. C'était assez, monnaie courante à l'époque, c'est vrai. Au niveau des différences avec le manga, assez rapidement, donc on notera que normalement, dès le début, il y a Aeolia, donc qui est le chevalier d'or du lion, qui apparaît et qui prend un peu la défense de Seiya. Voilà, dans le dessin animé, il n'apparaît pas, il apparaît beaucoup plus tard. Sans doute parce qu'on s'est dit que ça faisait déjà beaucoup de personnages qui apparaissaient, ce qui est, tout à fait possible. On voit aussi, l'entraînement de Seiya et de, Marine, en tout cas un peu plus et notamment on voit, Seiya qui valdingue et qui est envoyé, du côté, des touristes.
Ici, c'est assez intéressant parce que du coup, les touristes rebondissent, sur le fait que, il y a des mecs bizarres qui sont en train de s'entraîner, non loin de là. Donc, c'est assez intéressant parce que ça te place d'emblée, ça te situe d'emblée le sanctuaire, en fait. Donc, on sait que le sanctuaire est en Grèce. C'est vraiment un endroit qui existe. Donc techniquement, pourrait t'y rendre, mais on te dit assez rapidement aussi que c'est justement, c'est extrêmement difficile de t'y rendre et normalement ceux qui vont voir par exemple, les ruines des différents temples, en Grèce, ils sont pas supposés voir les chevaliers s'entraîner. C'est juste que là, encore une fois, Seiya a valdingué de très loin de là où il s'entraînait et c'est comme ça qu'il a atterri donc du côté des touristes. Donc voilà, ça apporte un petit plus, je trouve quand même, au niveau du background du sanctuaire. On notera que Marine demande à Seiya pourquoi il veut l'armure. Je reviens pas dessus parce que ça, ils en parlent pas dans le premier épisode, mais par contre, on a cette scène dans un épisode un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez la fameuse scène où Cassius décapite tous ses ennemis. On a un vieux qui parle des chevaliers d'Athéna, donc qui explique en quoi ils consistent, que si tu ouvres les yeux, tu peux les voir de temps en temps, etc. Alors ça, c'est intéressant pour plusieurs points. Déjà, ça te remplace l'introduction du dessin animé, où je vous avais dit, la toute première scène, pendant 1 minute, on vous explique ce que sont les chevaliers de bronze, enfin les chevaliers d'Athéna. Donc ça, c'est, le rôle du vieux, du coup, dans ce bouquin. Mais ça te permet aussi, encore une fois, de donner un peu de ce sentiment, d'existence aux chevaliers. Tu sais, dans Dragon Ball, tu as du mal quand même à te dire que les personnages de Dragon Ball peuvent se rendre, bah, tu me dis ils ont beau dire que ça se passe sur Terre, tu les imagines mal se pointer au Japon, quoi. C'est un peu, particulier alors que, tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils donnent au seigneur Beerus, par exemple, c'est bien de la bouffe de la Terre, quoi. Donc, c'est assez particulier. Là, on te dit clairement qu'il y a une coexistence entre guillemets entre les êtres humains de la Terre, nous et les chevaliers, chose qui n'est pas véritablement mise en avant dans l'univers de Dragon Ball, où on préfère te mettre en avant par exemple des dinosaures ou des choses comme ça. Et du coup, lorsque on te dit derrière que c'est la Terre, c'est un peu plus compliqué. Euh, pour l'anecdote, tu as aussi Shaina qui accuse Seiya de vouloir quitter le sanctuaire, chose qui est interdite et passible de mort. Donc voilà, Ayolia prend vite la défense en disant non, non, c'est faux, c'est faux. Donc voilà, ça c'est vraiment une toute petite parenthèse. Je ne détaille pas. Et au niveau de ce verdict, du coup, pour ce premier épisode, bah, c'est un premier épisode solide. On a vraiment tous les éléments qui vont faire par la suite le succès de Senseiya. On a tous les éléments, toutes les explications qui sont mises en avant. On a pas mal d'éléments solides qui seront réutilisés par la suite. Donc, à savoir le fait qu'il est japonais, donc par rapport au fait que les armures soient avant tout grecques, c'est ça craint un peu. Il y a beaucoup de personnages qui vont mettre en avant cette idée qu'étant donné qu'il est japonais, il n'a strictement rien à faire avec une armure qui représente un peu un héritage de la Grèce. Alors c'est vrai que pas mal de chevaliers sont grecs. Par contre, ça ne veut pas dire que tous les chevaliers sont grecs. Camus est français, Masque de mort est italien, par exemple. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et cette idée un peu de finalement de racisme, hein, et un point quand même qui est assez présent au tout début de Senseiya, qui aura tendance à disparaître par la suite. C'est un peu dommage même, mais en même temps, il a un peu moins lieu d'être, j'ai envie de dire. Mais au tout début, non seulement il est présent, mais en plus, il est plutôt bien géré. Avec Seap notamment qui répond que peu importe finalement la nationalité que tu portes, le plus important, c'est qu'est-ce que tu portes dans ton cœur, à peu de choses près. Hein. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui fait que tu veux défendre Athéna. Donc voilà, un épisode solide qui, je pense, est assez clair sur ce qui vous attend par la suite. Je pense qu'avec ce premier épisode, vous pouvez tout simplement savoir si, oui ou non, Senseiya est un animé fait pour vous, même si le l'apothéose de Senseiya, souvent on considère que c'est les 12 maisons, donc c'est la fin de l'arc sanctuaire, qui arrive bien plus tard. Donc c'est difficile de dire j'aime pas d'un autre côté si vous avez vu que le premier épisode, mais d'un autre côté, on pourrait le comprendre parce que vous avez d'ores et déjà tous les codes. Là. Donc si rien que ces codes-là, pour vous, sont bloquants, c'est sûr que ça s'annonce mal pour la suite.
Voilà, voilà les amis.